Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Club, votre émission hebdomadaire sur Médien TV, une édition spéciale avec un invité spécial, le directeur technique national Nasser Larguet. L'occasion pour nous de revenir avec lui bien entendu sur son action à la tête de la direction technique alors que son contrat avec la Fédération royale marocaine de football arrive à échéance à la fin du mois de juin. Bonsoir Nasser, bienvenue encore une fois dans le club. Bonsoir Jalal, et c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Il y a à mes côtés également Monsieur Amin Rahmouni, mon bras droit. Ça te va mon bras droit? Je suis à ta gauche. Là tu es à ma gauche. Ouais. Bonsoir les amis, bonsoir Jalal. Est-ce que ça te va mon bras droit? Ça me va, venant de toi, tout me va. On va commencer les amis, je vais être sympa avec toi, on va commencer par une info qui va te combler de bonheur, qui t'a comblé de bonheur ce week-end. Ce super bon résultat quand même du Wydad de Casablanca, match nul en déplacement face à Sundowns, les deux derniers champions d'Afrique, le WAC et Sundowns. Super résultat au vu de la galère qu'a vécu le Wydad de Casablanca dans son déplacement en Afrique du Sud, match nul un but partout. Ouais, mais enfin, ce qui a expliqué déjà, c'est la galère, pourquoi est-ce qu'on y a encore eu droit. Parce que je trouve quand même incroyable qu'en 2018, on ait encore ces petites erreurs, on va dire, administratives. Mais effectivement, sur le terrain, ils s'en sortent bien parce qu'ils sont très rapidement menés à la marque. C'est pas évident dans des terrains comme ça de revenir et de prendre le match à bras-le-corps quand tu es mené 2-0 au bout de 1-0 au bout de la deuxième minute de jeu, il me semble, sur une erreur défensive. Mais après, bon, je pense que le Wydad fait une très bonne première mi-temps. Il prend la mesure de son adversaire avant de nous faire un bon petit match à la Moutia en deuxième, c'est-à-dire à se mettre à 14 en défense, à attendre que les Sud-Africains fondent sur le club. Mais ça a bien tenu, donc ils reviennent avec un point. Ma foi, un point qu'on n'attendait pas forcément. Je te vois brandir presque ton carton jaune en début d'émission, c'est pas une bonne chose. Non, mais je vais te le brandir quand même parce qu'il faut laisser Moutia tranquille. Laissez ce monsieur tranquille. Après, mais tu sais, il vous a juste ramené un titre de champion d'Afrique. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur une seule chose. J'ai beaucoup d'estime, de reconnaissance pour ce monsieur-là parce qu'effectivement, on a attendu 25 ans, bien plus que vos 20 ans pour aller en Coupe du Monde, 25 ans pour avoir un deuxième titre continental. Maintenant, il y a des gens et des entraîneurs avec des principes de jeu. Il n'y a aucun mal à les rappeler. Oui. Monsieur Moutia a des principes bien arrêtés, bien définis, on les connaît tous. Donc aujourd'hui, quand cette équipe joue derrière et fait tout pour garder un résultat, elle a fait brillamment, on peut parler de moutisme. Mais moi, et je trouve qu'il n'y a aucune péjoration à le dire. On profite de la présence d'un technicien avec nous. En fait, les principes de jeu, des fois, tu les adaptes au matériel dont tu disposes, aux joueurs dont tu disposes et aux qualités des joueurs dont tu disposes. N'est-ce pas? Exactement, c'est ça l'intelligence d'un entraîneur. On sait qu'un entraîneur part d'un club à l'autre, à part quand on s'appelle Alex Ferguson ou Arsène Wenger, on passe un certain nombre d'années, on met ses principes et on met les joueurs par rapport à ces principes. Quand on arrive dans un club, eh bien, il y a les joueurs qui sont en place et il y a effectivement des principes, mais des principes qu'on adapte au club. Et puis, si vous parlez de Moutia, le mérite qu'il a eu, c'est d'arriver en cours de route, avoir une équipe, avoir quand même réalisé un résultat, comme le dit Amine, qui nous échappait depuis un certain nombre d'années. Donc les principes d'un entraîneur, c'est important de les avoir, mais on ne peut exceller avec ces principes que si on a les joueurs adéquats. On se rappelle aussi de Mourinho avec l'Inter, qui a mis Eto'o latéral droit, gauche pour remporter une Champions League. C'est quelque chose je dirais, de fabuleux, mais aussi c'est l'intelligence de l'entraîneur. C'est très beau la parole d'un sage, mais j'aimerais juste rappeler un homme beaucoup moins sage, celui que tu es, que les joueurs de Benzarti sont les mêmes que ceux qu'avait Moutia. Ouais. Voilà. Et il est champion d'Afrique avec eux? Pas encore, mais ça viendra. Pas encore, ça viendra. Autre bon résultat, Amine, parce que le Wydad, en fait, cette année, ça va être un peu plus compliqué, du moment qu'il va être beaucoup plus attendu qu'auparavant, parce que ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas gagné cette Ligue des Champions. Là, il arrive avec il a fait la demi-finale juste avant, de champion sortant. Mais aujourd'hui, ce résultat va peut-être conforter le Wydad, surtout dans les conditions, on en a parlé. J'aimerais parler aussi d'un autre club néophyte au niveau de la phase de poule de la Ligue des Champions, le Difad El Jadida. Il a réussi la même performance, match nul, mais côté Difad El Jadida, on est un petit peu entre deux grosses guillemets déçu, puisque le club menait au score pratiquement toute la partie, face à une équipe réduite à 10 pendant de très longues minutes, avant donc de concéder le match nul en toute fin de rencontre sur une erreur du gardien. Ouais, l'expérience peut-être. Après, bon voilà,
c'est pas une équipe que personnellement je suis particulièrement dans cette compétition-là. Mais c'est pas une équipe que je suis particulièrement dans cette compétition-là, très honnêtement. C'est une équipe que tu devrais suivre et que j'espère pour toi. Déjà pour mériter cette place non, mais très convoitée de chroniqueur dans le club, parce que pour moi, le Difad El Jadida, et si on revient et on regarde sur les 5 dernières années, c'est la meilleure équipe marocaine en termes de résultats. Oui, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi. Mais c'est résultats. Si on fait un classement du championnat du Maroc sur 5 ans, c'est le Difad El Jadida qui arrive en tête aujourd'hui. Quand je commence... D'accord, tu as entièrement raison. Vu que tu es le patron, tu as forcément raison. Non, c'est pas un patron, c'est les chiffres. Maintenant, quand je dis que je ne suis pas particulièrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que le WAC peut sortir de situation parce qu'il a l'expérience pour lui dans cette compétition. Effectivement. Et peut-être pas El Jadida. Donc, il fallait me laisser finir ma phrase. Donc, si je ne suis pas... Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le Wydad, il joue depuis 3-4 ans maintenant cette compétition. Il fait une demi-finale. Il la gagne. Aujourd'hui, on est en train d'inscrire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite. J'aimerais beaucoup que cette équipe du Wydad finisse au moins seconde de la Botola. Parce que le titre, ça va être quand même compliqué avec Tanger qui a l'air bien parti. Parce que j'aimerais pas casser cette dynamique en Ligue des Champions qui est à la fois salutaire pour ce club-là, mais aussi, je pense, très bien pour le football marocain d'avoir un club qui revient de manière récurrente. Ça, c'est le Wydad, le Raja. C'est des clubs qui savent voyager. Parce que, bon, voilà, ils ont l'habitude de jouer tous les ans ces compétitions et a fortiori de la gagner. Donc, je peux comprendre aujourd'hui que je n'ai pas cette expérience-là, mais à force de la jouer, peut-être qu'elle l'aura un peu plus tard. Elle va acquérir l'expérience. C'est vrai que le Wydad a accumulé une expérience. On sait aussi que avec les derniers résultats qu'elle a faits, aussi il y a des joueurs qui ont été l'ossature de l'équipe du Chan, qui ont aussi montré de grosses qualités, qui ont gagné le Chan. Donc, ils ont accumulé de l'expérience et c'est vrai que ça va les aider, même dans des moments où ils seront en difficulté, ça va les aider à vraiment maîtriser cette compétition. Et le Jadida, elle va emmagasiner de l'expérience. Je suis d'accord avec Jalel sur la qualité de cette équipe, sur la progression qu'elle a eue, sur la continuité du travail avec le même entraîneur. Ouais. C'est rare dans notre championnat. Et pour revenir sur le Wydad, vous avez une équipe, des joueurs sur le terrain qui ont acquis une expérience. Et malgré le changement d'entraîneur, il y a un entraîneur qui arrive, qui a aussi une grosse expérience africaine. Donc, on a la chance d'avoir des équipes qui figurent bien, 2 équipes qui vont à l'extérieur, qui ramènent quand même un résultat qui, pour moi, est positif, même si, effectivement, El Jadida avait mené pendant un certain temps et puis l'adversaire était réduit. Mais c'est quand même pour nous, pour une première pour eux, c'est un bon résultat. Parce que, juste une précision, sur le Wydad, encore une fois, excuse-moi de revenir dessus, on n'a pas beaucoup développé un peu sur le match, mais je pense vraiment qu'il ramène ce résultat à l'expérience, c'est uniquement à l'expérience. Parce que quand tu es mené comme ça, c'est une belle équipe sud-africaine, les Sundowns. Donc quand tu es mené comme ça, quand tu es pressé, quand tu es acculé et que tu ne prends pas ce deuxième but, qui est synonyme donc de perdre 2 points, de perdre le point que tu ramènes du match nul, moi je pense qu'il le ramène qu'à l'expérience. Et c'est là où, effectivement, de l'avoir gagné, d'avoir rencontré des grands, parce que quand le Wydad l'an dernier élimine Ahly, en fait, elle élimine quand même des cadors de la scène africaine, qu'on le veuille ou pas. Donc cette expérience-là va jouer, et plus tu vas accumuler des matchs, et plus tu vas accumuler justement des participations, et plus voilà, tu auras cette possibilité de faire le dos rond et de pouvoir au moins ne pas perdre des matchs que tu ne sais pas gagner. En tout cas, en Coupe de la CAF, on a également 2 clubs marocains. Et peut-être la plus mauvaise performance du week-end, ça aurait été le match nul terne concédé par le Raja de Casablanca face à l'AS Vita Club. Dans le même temps, l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane s'est imposée 1-0 face à une grosse pointure africaine, quand même, le Hilal soudanais. Vous, en tant que directeur technique, Nassar, le fait d'avoir 4 clubs en phase de poule des 2 compétitions africaines, ça c'est une super bonne nouvelle pour le football marocain. Oui, c'est vraiment le témoin de la bonne santé de notre football. On se rappelle, il y a quelques années, justement, quand il y avait les contre-performances des équipes nationales, on disait toujours, le jour où on n'aura pas, solutionné le problème de la qualité de notre championnat, la compétitivité de nos clubs dans ces coupes africaines, on aura toujours des problèmes avec nos équipes nationales. Et la bonne santé, on l'a vu avec le Wydad, avec le Raja et surtout le Wydad avec la compète, ça nous a aidés pour l'équipe nationale du Chan, il faut pas se leurrer. Et que ces jours-là, en brillant dans les compétitions continentales, sont en train aussi de gagner leur place avec l'équipe nationale A. Je pense que la bonne santé de nos équipes en club dans les compétitions, je dirais, continentales, va nous aider à améliorer aussi notre compétitivité dans les équipes nationales. Et juste une petite parenthèse, sachez que l'on a 3 cadres
qui sont dans la fameuse licence Pro CAF, c'est Florent Ibengue, qui est avec Vita. Il y a notre entraîneur de Birken, qui est avec nous dans Jawani avec la licence pro. Et il y a Taleb qui est aussi à la licence pro. Et c'est un régal. On les voit travailler sur le terrain. Il y a une grande complicité. Il y a un énorme échange sur le terrain. Ils montrent vraiment la qualité. Ils n'ont pas usurpé, je dirais, ces résultats-là avec leur club. Avant donc de poursuivre les amis, on va donc aller maintenant en Europe, parler du match de l'année. On s'attendait à un classico pour du beurre. Finalement, ça a été un bon match qui n'a pas permis de départager les deux protagonistes éternels rivaux, le FC Barcelone et le Real Madrid, mesurent chaque année leur succès à l'aune des contre-performances des autres. Parce que tu as beau tout gagner, il faut voir ce qu'a fait un petit peu l'ennemi. Et cette saison, on aura beaucoup de mal à départager l'invincible Barça, auteur du doublé Liga et Coupe du Roi, et l'indomptable Real Madrid qui, lui, est abonné aux finales européennes et en quête d'un 3e titre d'affilée en Ligue des Champions. On regarde le sujet, on va essayer, nous, ici, de départager Barça et Madrid. Dans une rare communion de vues, Catalans et Madrilènes se sont réveillés avec le sentiment d'avoir réussi leur classico, mais d'avoir manqué une belle occasion de prendre l'ascendant sur le rival de toujours. La faute à l'arbitrage controversé de M. Hernandez qui a mal jugé plusieurs faits de jeu. Un grand classico, un petit arbitre, a ainsi résumé le quotidien madrilène AS. Par bonheur, la Liga était déjà décidée en faveur du champion barcelonais, mais s'ils avaient joué le titre, ce serait un scandale. Titre en pleine page, le journal sportif Marca. Le Barça n'a plus que 3 matchs à tenir pour être la première équipe espagnole à gagner la Liga sans perdre en 38 journées, une performance impressionnante de régularité. Mais le Real est en mesure de remporter sa 3e Ligue des Champions d'affilée le 26 mai prochain en finale contre Liverpool, un triplé inédit depuis les années 70. Dans la course aux honneurs et à la reconnaissance internationale, les 2 autoproclamés plus grands clubs du monde devraient désormais poursuivre leur bataille sur le marché des transferts. Avec des chiffres d'affaires prévisionnels de 690 millions d'euros et 897 millions d'euros respectivement, le Real et le Barça peuvent à nouveau frapper fort, même si les Catalans ont anticipé cet hiver en investissant 160 millions d'euros pour Philippe Coutinho. La piste la plus chaude côté Barcelone concerne Antoine Griezmann. Bartomeu a reconnu lundi avoir eu des contacts en octobre avec l'entourage de l'attaquant français de l'Atlético Madrid, dont la clause libératoire de 100 millions d'euros semble abordable. Au Real, Zidane est fidèle à son groupe au point d'avoir refusé tout renfort cet hiver, mais cela fait très longtemps, depuis James Rodriguez en 2014, que le Real n'a pas recruté de galactique, accumulant un joli trésor de guerre. Le Real peut-il attirer Neymar dès cet été? Le président Florentino Pérez n'a jamais caché rêver de recruter le Brésilien, de quoi faire enrager le Barça, précédent club de Neymar, et c'est peut-être là l'objectif du Real. Alors, j'ai posé la question d'abord à Nassar Larguette. Comment on pourrait départager ces 2 protagonistes? La saison d'égalité parfaite, comme on l'écrit en bas de l'écran. S'il y a un vainqueur, il serait lequel, ou c'est vraiment un match nul? Pour moi, un match nul. Il y en a un qui est en train de battre des records, le Barça, avec le nombre de victoires par rapport à un championnat, et de l'autre côté, un autre qui va battre probablement les records en faisant sa 3e finale consécutive, peut-être la gagner. Et donc, pour moi, c'est vraiment match nul entre les deux clubs, 2 grands clubs vraiment de très grande classe. Amine, parce qu'il y a aussi ce débat, elle est alimentée aussi par Pep Guardiola après l'élimination de City de la Ligue des Champions. Le plus important, le plus prestigieux, c'est quand même la Première Ligue. Là, on a un club qui gagne le doublé, mais on sent que c'est pas vraiment ça. C'était une joie un peu forcée pour lui. Même Zidane a dit qu'il était plus difficile de gagner la Liga que de gagner la Ligue des Champions. Comment? Même Zidane a dit que c'était plus difficile de gagner la Liga que la Ligue des Champions. Donc voilà, ça, moi je suis d'accord avec Nasser. Je pense qu'aujourd'hui ils sont sur un même pied d'égalité. Je pense que ce classico a été riche de plusieurs enseignements. Bon, déjà, un classico sans enjeu, ça n'existe pas. Voilà. C'est un mythe. Quand on voit comment ils se sont mis sur la tronche,
dans les tibias, c'est un mythe. Quand on arrive, tu vois ça avec des potes, tu dis ouais, de toute façon, voilà, le Barça a déjà gagné sa Liga, le Real est loin. Il va se déplacer avec l'équipe B, vite, tout ça, exactement. Très vite, on a vu que effectivement, voilà, ce sont deux véritables frères ennemis qui s'apprécient autant qu'ils se détestent, comme toutes les bonnes familles. D'une part. De deux, on a quand même assisté au dernier Classico d'Iniesta. Pour vous, ça ne vous fait peut-être rien, mais c'est quand même quelque chose. Hein. On parle de la véritable. Pour moi, c'est la hype du Camp Nou, parce qu'il y en a un qui n'est pas humain, on le connaît. On le voit voilà. Mais parmi les humains, pour moi, c'est la hype du Camp Nou. C'était le dernier Classico, donc avec beaucoup d'émotions. En 3, on a des arbitres catastrophiques partout dans le monde, et pas seulement au Maroc. Voilà. Pire encore, Amine, et je te remercie pour la transition. Ça, c'est ce que je dis toujours, parce que quand on voit par exemple le football marocain et l'arbitrage marocain, franchement, moi je trouve limite des fois l'arbitrage marocain un tout petit peu meilleur que le niveau de notre football. Et quand on va en Espagne, le gap il est énorme. Et l'arbitrage catastrophique Hernandez a permis à la majorité des chroniqueurs, des médias espagnols d'appeler quand même encore une fois de leur vœu le VAR, l'assistance vidéo. Et ça va être introduit en Liga espagnole dès la saison prochaine. Mais je rappelle que l'Angleterre l'a refusé, très cher monsieur. L'Angleterre l'a refusé. Voilà. Tu sais que j'ai pas fini avec mon dernier point, hein, parce que je sais ce que tu veux faire. La Ligue des Champions l'a refusé également. Mais en tout cas, pour notre consultant pour le football espagnol, Frédéric Hermel, le problème de l'arbitrage en Liga est beaucoup plus profond que n'y paraît. On l'écoute. Il y a un système au sein de la fédération espagnole où il y a un type qui aujourd'hui est mis en examen et il ne peut pas se présenter à l'élection, mais qui a dominé le football espagnol, Ángel María Villar, depuis 3 décennies. Et ce ne sont pas les meilleurs arbitres qui arrivent au sommet, puisque en Espagne, les arbitres de Liga ne dépendent pas du championnat, ils ne dépendent pas de la Ligue, ils dépendent de la fédération. Et à la fédération, je ne vais pas dire que c'est un système d'amiguismo, de petits amis, mais c'est un peu ça quand même. Ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent, ce sont ceux qui plaisent le plus au système et aux dirigeants. Ce n'est pas les plus intelligents. Et il y a des arbitres qui ont dénoncé ça. Ce ne sont pas les meilleurs qui arrivent. Ce sont ceux qui sont dans le système. Ceux qui font le copinage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On se retrouve avec des arbitres qui, d'un point de vue politique, ont bien joué pour arriver là. Mais ceux qui ont du caractère, ceux qui n'acceptent pas les ordres venus d'en haut, ils ne réussissent pas. Voilà le drame du football espagnol. Voilà le drame du football espagnol. Ça m'amène à mon quatrième point. Tant qu'il y a bien les transitions, je dirais que le drame du football français, ça va être le cas Benzema. Parce que ça a été aussi, je pense, l'une des richesses et l'un des enseignements de ce Classico, c'est que Benzema revient super en forme. On l'a vu en Ligue des Champions, en demi-finale contre le Bayern. On l'a vu contre le Barça, où il fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs de l'année. Et on le verra à l'annonce des 23, parce que très certainement, il ne sera pas dans la liste de Deschamps. Et j'aimerais bien savoir comment le sélectionneur français va pouvoir le justifier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Benzema ne fait plus partie des plans mais un Benzema mauvais pendant... aujourd'hui, parce qu'avant, il y avait son affaire, on va rappeler sa mise en examen et tout. Aujourd'hui, il avait tout soupçon. Il est sorti d'affaire. Mais il y a eu aussi ces problèmes avec... oui, mais ce que je veux dire, c'est que tant que Benzema présente un bilan... Le fait qu'il ait traité Deschamps de raciste... Non, pas de raciste, qui est dit que Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Je pense que la nuance est très importante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que Benzema présente un bilan très mitigé sur le plan sportif, on peut comprendre la ligne de défense de Deschamps. Mais aujourd'hui, à peut-être 15 jours ou 3 semaines grand max, 15 jours de l'annonce, je pense, des 23, parce que dans 3 semaines commence la match préparation, effectivement. Lui doit l'annoncer le 17. Voilà, le 17 mai. Donc, mais toutes les sélections doivent annoncer. Voilà, oui, exactement. Comment est-ce qu'il va pouvoir justifier de se passer de qui est très certainement aujourd'hui le meilleur attaquant français? Il n'a pas justifié, il a été meilleur attaquant français, même non, à l'Euro, il était meilleur attaquant français. Oui, mais là, ça fait plus ou moins un an où il n'est pas bon. Là, il est exceptionnel. Là, Amine, non seulement tu me tends une perche, mais hier j'ai passé la soirée, comme je te disais, à l'instant, non pas avec Deschamps, mais à regarder un super documentaire sur le cas des kilos, le cas Benzema. L'arbitrage espagnol, souvent décrié, là on arrive au VAR, à l'arbitrage vidéo. D'abord, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'utilisation de la technologie? Ça sera fait en Coupe du Monde, ça ne sera pas fait en Ligue des Champions, ça ne sera pas fait encore en Première Ligue. C'est en Espagne, en Italie et en France, je pense, la saison prochaine. Aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Quand on voit les enjeux, les équipes qui arrivent en finale ou qui gagnent la finale, on a vu
aussi Salzbourg sur OM, le corner. Le corner qui n'a pas, ça n'a pas lieu ce corner-là parce qu'il est dévié par un joueur de Marseille. Par le joueur de Marseille, et qu'à l'arrivée après le corner il y a le but. C'est quand même très frustrant pour l'équipe entière qui est éliminée. Effectivement, l'investissement, je dirais les subventions qui sont données à chaque échelon et à chaque passage. C'est des sommes énormes. Et aujourd'hui, quand on voit le marché des transferts, les salaires des joueurs, ce sont des mannes financières qui ne sont pas négligeables. Donc, moi, je pense que l'introduction du VAR peut être une bonne chose. Je suis déçu. Oh, que je suis déçu. Pourquoi ? Parce que le peu que j'en sais de ce monsieur-là, on ne se connaît pas très bien, on peut le dire. On peut toujours se tromper. Voilà, c'est un amoureux du foot, c'est un amoureux de l'émotion. C'est un amoureux de l'instantanéité dans ce sport-là qui est exceptionnel. Et on le sait bien que ce VAR ne réglera aucun problème parce que ce sont des décisions d'hommes prises par des hommes et qu'on va, même avec le VAR, on va se tromper, d'une part. Et deux, ça enlève toute la spontanéité et le sel de ce qui fait ce sport-là. Donc je suis déçu, monsieur Lasser, c'est-à-dire que vous soyez un fervent adepte du VAR. Ça sera de plus en plus difficile de refaire les matchs. C'est ce que vous avez laissé entendre. Dans les cafés, dans les bureaux. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas Non, mais sur des cas comme ça, c'est comme être enceinte. On l'est ou on l'est pas. Donc vous êtes pour ou vous l'êtes pas. Donc apparemment, vous avez l'air d'être pour. Quand on voit ce type de, je dirais, un résultat, le résultat de certains matchs qui est biaisé par rapport à une décision qui est flagrante. Mais il y a pas, c'est pas seulement une décision. Un match, c'est 90 minutes. C'est un ensemble de décisions. C'est-à-dire que j'imagine bien que sur une goal line technologie, oui, je veux bien, ballon rentré, pas rentré. Mais sur le reste, ça reste de l'appréciation, ça reste de la psychologie, ça reste. Enfin, je sais pas moi, un arbitre le VAR sur un hors-jeu de 5 cm. Ben voilà, ça joue pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des décisions d'hommes prises par des hommes. Et même dans leur vidéo, ils risquent de se tromper, on l'a bien vu. C'est-à-dire, au-delà du fait que ça casse la spontanéité, que ça casse les émotions, qu'il va nous falloir un quart d'heure et demi avant de se lever pour s'embrasser, se congratuler quand il y a but ou il n'y a pas but. Mais vous voyez bien que ça ne réglera rien, le VAR. Amine, à un moment, c'est vrai qu'au début, ça paraît très compliqué, qu'il y a eu des... On a bien vu ce que ça donnait en Coupe du Monde des clubs, ça a été un fiasco, mais total. Il y a beaucoup de couacs, même, tu te rappelles, en Allemagne, ils sont partis chercher l'équipe des vestiaires, quand même, ils l'ont ramené des vestiaires pour aller jouer une action, parce que... C'est incroyable, c'est un truc de fou, quand même. Incroyable. Mais ça va, avec le temps... Et avec le... Oui, mais ça ne réglera rien, ni dans un premier temps, ni dans un second, peut-être dans un 10 millième de temps, mais pas quand on est un amoureux du foot. J'ai le droit d'être contre, je le revendique et merci. En tout cas, les amoureux de foot vont se retrouver le 16 mai pour la finale de l'Europa League, et puis fin mai, le 26, 23, je pense. 26, ouais. Le 26, ça sera à Kiev, la finale de la Ligue des Champions. Se projetant justement sur cette finale contre Liverpool, qui peut permettre au Real Madrid de décrocher un 3e titre européen d'affilée. Zinedine Zidane a dit aujourd'hui s'attendre à un match spectaculaire, un match ouvert, et il a même dit aussi qu'il y a 150% de chances que Ronaldo soit présent. Je pense qu'en tous les cas, ça sera un match spectaculaire, ça c'est sûr. Ce sera un match ouvert avec beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement. Mais après, le plus important pour nous, ça sera surtout de toute façon, bien sûr, comme toujours, regarder dans le détail l'adversaire, mais c'est surtout ce qu'on va nous produire. Et c'est ce qui m'intéresse pour mettre en difficulté un adversaire. Voilà, mais on regardera de près, enfin, on l'a déjà vu mais on regardera de près dans les détails ce qu'est vraiment cette équipe. Mais bon, c'est une finale, et pour l'engagement, et ce qui est de l'engagement et de l'intensité et du match spectaculaire qu'on va avoir, ça j'ai aucun doute. Je pense qu'en tous les cas, ça sera un match aucun doute pour Zinedine Zidane par rapport à cette finale. Il dit c'est une finale, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est l'occasion d'entrer dans l'histoire. C'est la 3e finale. C'est la 3e finale. C'est la 3e finale d'affilée. Donc alors j'aime bien ce côté faussement modeste, mais il faut arrêter. Le gars ne doit pas dormir. Bah bien sûr. Il ne doit pas dormir. C'est une 3e finale d'affilée et possiblement un 3e titre d'affilée, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire dans cette configuration de Ligue des Champions. Jamais. Et qui me Même semble... deux, hein, ça n'a jamais fait. Ouais, personne ne pourra le refaire par la suite. Donc ce gars-là, tout chauve qu'il est, eh ben, voilà, garde un calme olympien. Moi, honnêtement, je suis estomaqué et fasciné par ce bonhomme-là.
Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, qui lui aussi, si jamais ils parviennent à remporter cette Ligue des Champions, va remporter 3 titres avec cette formation madrilène. C'est ce que je viens de dire. Un demi avec... non, un demi-titre avec Ancelotti en tant qu'adjoint. Ouais, bah ça... Voilà, et puis après, il a gagné aussi... Donc quoi, Séverin Deloulé 3,5. Comment? On va lui mettre 3,5. Bon les amis, on va se retrouver dans un court instant avec bien sûr une deuxième partie qui sera consacrée à la direction technique nationale au Maroc et à notre invité, le DTN, monsieur Nasser Larguet. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club avec notre invité Nasser Larguet, le directeur technique national, dont le contrat avec la fédération arrive à échéance le 30 juin. On a l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, pour nous de faire le bilan de Nasser Larguet à la tête de la DTN. Nasser, vous êtes arrivé donc en 2014. Quel bilan vous faites-vous de ces 4 ans passés à la tête de la direction technique nationale? Ben, le bilan, on peut le prendre dans deux axes. Hein. Ce qui m'a été demandé au départ, c'est vraiment d'organiser une direction technique nationale. Et j'ai très vite fait l'analyse. J'ai eu la chance d'être au Maroc depuis 2007 avec l'Académie Mohamed VI. Et j'ai pu observer un petit peu le fonctionnement de la fédération à distance. Et je me suis aperçu qu'on était très souvent focalisé d'une direction technique nationale qui était vue par un seul prisme, c'était les équipes nationales. Donc les équipes nationales marchaient bien, donc le football allait bien. L'équipe nationale ne marchait pas bien, donc il y avait des problèmes. Et donc je me suis attaché à proposer donc un projet dans lequel il y a une constitution, donc l'architecture de la direction technique nationale. J'estimais que beaucoup de choses étaient liées. La première chose, c'est de dire, pour aller au haut niveau, il faut bien que les jeunes commencent quelque part. Donc on a créé un département avec Jean-Pierre Morland qu'on a appelé le développement des pratiques, c'est-à-dire travailler avec des ligues régionales qui sont au cœur du football de base sur le plan, je dirais, dans notre pays. La deuxième, une fois qu'on a identifié, et Dieu sait qu'on a beaucoup de potentiel de joueurs sur tout le royaume, faut-il qu'ils soient encadrés avec des spécialistes, des jeunes, encadrés, donc ça veut dire c'est la formation de cadre. Essayer d'élever le niveau, de former mieux les éducateurs. Donc on s'est attaché bien sûr à travailler sur le département de la formation des cadres. Et ensuite, on a créé un département, pas des équipes nationales comme c'était avant, on a créé un département qu'on appelait département de haut niveau. Parce qu'il y avait dans les tiroirs avec la fédération précédente et la fédération actuelle avec Fawzi El Kherja, c'est de remettre à jour un projet qui existait, c'est celui des centres fédéraux, des centres régionaux, qui devaient voir le jour parce que les clubs avaient abandonné un petit peu la formation. Et donc, on a quand même travaillé sur 2 axes. C'est de dire qu'il faut aller travailler avec les centres de formation pour voir où sont les problèmes et bien sûr travailler avec nos centres fédéraux, monter un projet pour qu'ensuite on ait des équipes nationales performantes. Donc, on a voulu faire un travail transversal de dire on doit commencer à travailler avec les ligues au niveau du développement des pratiques, formons des cadres de haut niveau, et allons vers le haut niveau pour avoir des équipes nationales performantes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des points positifs. Les points positifs, c'est qu'aujourd'hui, nos ligues régionales travaillent. Je peux vous assurer que malgré ce qu'on entend, ce qui est écrit, les ligues et les présidents, on a de très bonnes relations avec les présidents. Avec des directeurs techniques régionaux, on en a 23. Il y a 3-4 effectivement à changer, mais le reste, c'est vraiment des gens qui travaillent. Nous avons pratiquement tous les week-ends sur l'ensemble du territoire, plus de 5 000, 6 000 jeunes garçons et filles qui jouent tous les week-ends dans chacune des ligues, ce qui nous fait une belle base. Au niveau de la formation des cadres, on est en train de voir vraiment une progression énorme de nos éducateurs. Il y a un engouement énorme pour la formation. Le travail au niveau des centres de formation, c'est encore, je dirais, très fragile. On n'est pas encore arrivé à la vitesse de croisière qu'on souhaiterait. Et par contre, le côté vraiment négatif, ce sont les résultats en termes dans les tours préliminaires des qualifications pour les Coupes d'Afrique des Nations. Justement, j'aimerais focaliser un peu sur ça parce que on a quand même l'impression que, à travers votre récit,
Beaucoup de choses ont été entreprises, mais aujourd'hui, et que vous êtes donné beaucoup de moyens pour réussir. Alors ma question est double, mais simple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui vous avez une obligation de résultat et pas seulement de moyens? Et la seconde, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, à l'aune justement de votre contrat, on ne vous jugera que sur le résultat des équipes nationales? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui va rester, c'est ce qui se restera gravé dans le marbre. Alors je peux comprendre effectivement que vous ayez mis en chantier plusieurs choses qui partaient de loin et qui devaient être justement initiées, mais vous ne pensez pas qu'à la fin, on ne retiendra effectivement que des résultats parfois, on va dire, désolants, parce qu'on était en droit de s'attendre à mieux? Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les résultats sont très importants. Quand j'accepte le rôle en tant qu'entraîneur, en tant que formateur, aujourd'hui en tant que directeur technique national, j'ai en point de mire les résultats. D'accord? Mais les résultats, vous ne pouvez pas les avoir n'importe comment. Et aujourd'hui, vous demandez à une direction technique nationale, en l'espace de 3 ans de travail, parce que la première année, c'était un état des lieux, aujourd'hui, sur 3 ans de travail, combler plus d'une dizaine, quinzaine d'années de désert au niveau des résultats. À part, effectivement, en 97, avec le résultat avec Rachid Taoussi, il y avait un contexte bien particulier avec des joueurs qui étaient regroupés. La Coupe du Monde 2005 en junior. Oui, et puis j'y arrive. Et puis 2005, mais entre 97 et 2005, il y a eu un désert. Entre 2005 jusqu'à aujourd'hui, il y a un désert. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. On dit que, par exemple, durant la période Pim Verbeek, il y a eu une participation aux Jeux Olympiques, il y a eu une participation aux Coupes d'Afrique, je pense, aux Coupes du Monde des U17. Ouais. Il y a eu des participations, des sélections qui sont vraiment là où le bas blesse pour le football marocain, c'est les sélections que j'appellerais mineures, mais en tout cas les sélections de jeunes. Aujourd'hui, notre problème, c'est quand on passe par les tours préliminaires qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations qui nous cause problème aujourd'hui. Ouais. D'accord? Vous avez la seule équipe qui est passée, je crois, par les éliminatoires, de mémoire, c'est celle de Ftih Jamel. Ouais. Celle de Rachid Taoussi, c'était l'organisation au Maroc. On n'est pas passé par les éliminatoires. Et on a été champion. Comment vous l'expliquez? Avec Pim Verbeek, je finis encore. Le fait que je finis. Je vais y arriver. Pas à passer les tours préliminaires. Je vais y arriver. Avec Pim Verbeek, sur les moins de 17 et les Olympiques, nous ne sommes pas passés par les éliminatoires parce qu'on était pays organisateur. Effectivement. D'accord. Ouais. Et quand on est passé par les phases éliminatoires par le passé comme aujourd'hui, on passe à travers. Il nous manque quoi? Il nous manque aujourd'hui ce sont la répétition. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas assez de compétitivité sur le plan continental. On faisait des rassemblements avec nos équipes nationales, on jouait contre les espoirs du Raja, on jouait contre les espoirs du Wydad, on jouait contre le FUS, etc. Ce n'était pas significatif. Aujourd'hui, effectivement, on s'est donné les moyens, la fédération a donné les moyens pour les différentes équipes nationales de pouvoir jouer. Aujourd'hui, sur 2 années, la saison 2017-2018, la saison 2015-2016, nous avons fait plus de 170 matchs amicaux pour toutes les catégories et toutes les pratiques. Le futsal, moins de 17 seniors, le beach soccer senior, les féminines, moins de 17, moins de 20 et seniors, les moins de 15, les moins de 17, les moins de 20, les moins de 23 et les locaux. Nous avons fait plus de 160. Et on a vu une progression de la qualité de jeu, de l'investissement des équipes et des résultats. Effectivement, les résultats. Non, les résultats. Je vais vous dire. Effectivement, on peut discuter là-dessus. Moi, j'estime qu'on est en train de progresser. On est en train de progresser. Même nos éliminations qui ont été faites contre la Gambie, contre la Mauritanie, contre la Guinée. Je vous assure que même si on perd, j'en discutais avec Amine, sur les matchs contre la Gambie et sur la Guinée, on perd, mais on perd au pénalty. Sur les 2 matchs en aller-retour, là-bas, ici, on a égalité sur les 2 matchs. Chez les féminines seniors, c'est la même chose.
On a fait un partout chez nous, on a fait 0-0, on est éliminé au bénéfice. Mais je pense peut-être qu'il y a le une résultat progression. qui vous a fait le plus mal, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, je ne l'accepte toujours pas en tant que technicien, en tant que responsable, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on a préparé cette équipe pour gagner les tours préliminaires. Et contre la Mauritanie, on a fait 5 matchs. 5 matchs contre la Mauritanie sur cet espace-là et sur cette saison-là. On a gagné 3 matchs, on a fait un match nul, une défaite. Et la défaite qu'il ne fallait pas perdre, puisqu'on perd 2-0 là-bas. Et même le contenu dont nous a habitué cette équipe-là n'est pas celle que j'ai vue sur le match aller ni le match retour. Dans ce cas-là, M. Larquette, est-ce qu'il ne faut pas vous jeter la pierre sur dans un autre domaine? Aujourd'hui, vous nous expliquez que vous êtes parti de très loin pour pouvoir arriver en peu de temps à réaliser ce que vous avez réalisé. Soit, je veux bien comprendre. Mais est-ce que vous n'estimez pas qu'aujourd'hui, vous êtes coupable? Quand je dis vous, c'est votre structure globale, c'est pas vous, institut personnel, d'un manque de communication flagrant qui fait que, à l'heure ou à l'aune de votre bilan, on ne retiendra que ces éliminations en phase éliminatoire. En fait, on retiendra 2 choses, Amine. Ces éliminations, et le deuxième point, c'est le budget aussi, parce qu'on a beaucoup parlé aussi du budget, 250 millions de dirhams par an. Mais à la rigueur, le budget, on peut le comprendre, parce que quand il parle de démultiplier les catégories, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'avant, quand il n'y a que 6 catégories et qu'il y en a 12, fatalement, effectivement, ça coûte 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Moi, ça, je peux le comprendre, ça ne me dérange pas. Mais moi, aujourd'hui, je ne me pose même pas en tant que journaliste, je me pose juste en tant que spectateur marocain lambda qui aime le foot. Moi, quand vous prenez vos responsabilités, quand je dis vous, encore une fois, c'est la structure globale, je ne sais pas de quel point vous partez. Est-ce que vous partez de 15 km ou alors vous partez de 2 km ou alors vous partez à 500 mètres? Et si vous et les gens qui vous entourent ne me l'expliquez pas, moi, tout ce que je vois, c'est 3 ans et demi, voire 4 ans de poste, avec au final, effectivement, des résultats plutôt décevants. Est-ce que vous ne souffrez pas justement d'un déficit de rencontres avec les gens de la presse, avec les médias, votre site internet qui ne dit quasiment rien, qui est vieux comme le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne souffrez pas justement d'un déficit d'image, tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est d'aller taper sur Nasser Larguet. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais le plus simple, c'est d'aller vous taper dessus en vous disant, bon voilà, tout ce pognon, tout ce temps perdu, tous ces moyens mis en place pour des éliminations piteuses. Je ne sais pas d'où vous partez, d'où c'est que vous arrivez, mais tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, mon football, au niveau de l'équipe nationale, assez formidable. On passe un 2e tour de Cannes et on est en Coupe du Monde avec Hervé Renard. Mais pour le reste, c'est pas bien glorieux. Il y a quand même le titre du Chan à mettre à l'actif. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire. Dans chaque étape de travail, il y a eu un résultat. Je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, je suis complètement en phase avec Amine sur une chose. C'est que on peut, pour moi, les résultats, par rapport au travail qui a été entrepris, il peut se décliner de plusieurs façons. Résultat brut de match, qualif ou pas qualif, on peut rester là-dessus. C'est ce que la rue arabe retiendra, on est bien d'accord. Voilà, c'est ce que va retenir l'amoureux du football. Mais l'amoureux du football que je rencontre tous les jours moi aussi, parce que souvent on me dit Ra'ilam, moi je le côtoie Ra'ilam. Je vais dans les médinas, je vais dans les quartiers, je vais dans les villages. Un jour. Je vais dans les villages et je discute avec ces gens. Les gens voient le travail, les gens eux voient parce qu'on va vers eux. D'accord? Et donc le résultat pour moi, c'est de savoir qu'aujourd'hui, les enfants de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, aujourd'hui pratiquent dans un environnement sain. Ils sont en train de rattraper le retard. Parce que moi, l'expérience... Ou juste pratique, après tout, parce qu'avant, ils ne pratiquaient même pas. Peut-être. Oui, ils pratiquent dans de bonnes conditions, avec de bons éducateurs. Vous avez maintenant des ligues régionales, parce qu'on s'est focalisé la première saison avec les ligues régionales. Les ligues régionales, aujourd'hui, ils font un travail fabuleux. Ils travaillent avec les associations, ils travaillent dans les écoles, ils travaillent avec les petits clubs amateurs. Je vous assure, ils le font, ce travail. Non, mais on vous croit, mais après, si c'est un travail de l'ombre que personne ne voit, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Je vais y arriver par rapport à la communication. On fait ce travail. Donc pour moi, c'est un résultat, ça, de travail. Et avec les gens qui travaillent, plus de 23 personnes qui travaillent. Dans la formation de cadre, pour que vous ayez Limoges qui vient se délocaliser pour venir vous faire une formation de haut niveau de 30 ans d'expérience avec des football managers, dont Zizou, il en a fait partie, et puis des Laurent Blanc, des stadium managers, des responsables administratifs financiers, c'est un résultat parce que vous les faites venir, on les a convaincus de venir. Ensuite, quand vous avez la CAF qui vous donne le droit d'être le premier sur le continent africain, parce que c'est nous qui avons été à la CAF pour défendre un niveau supérieur de formation, parce qu'on estimait que nos entraîneurs
avaient besoin d'autre chose pour être formés. Il fallait qu'on monte le niveau de formation et poser la question aux entraîneurs qui sont aujourd'hui, même un gars comme Zeki et comme Fahel, sont étonnés du contenu qu'on leur donne. Pour moi, c'est un résultat puisque la CAF vous reconnaît comme un vrai pays moteur au niveau de la formation. Et Anthony Bafo, qui est le nouveau secrétaire général adjoint de la CAF, il s'appuie sur nous pour essayer de faire avancer la formation sur l'échelle africaine. Ça, c'est un résultat. Quand vous avez dans les centres de formation, je suis désolé de le dire, quand on a cette équipe en 2017, l'équipe des moins de 20 ans que drive Marc Watt, on a 20 joueurs qui sont allés en Côte d'Ivoire, les Jeux de la francophonie, battre la Côte d'Ivoire en finale pour avoir la médaille d'or des Jeux de la francophonie. Vous savez combien il y a de locaux dans cette équipe-là? Sur les 20 joueurs, il y a 17 locaux. Ça veut dire que c'est le fruit du travail qu'on a entrepris avec les directeurs de centres de formation et les préparateurs physiques. Donc en fait, c'est juste que vous ne savez pas packager tout ça, quoi. Voilà, vous savez que le premier travail qu'on a fait avec les ligues, parce franchement, je ne me suis pas intéressé la première année aux équipes nationales, je dis, mon travail va être là avec Jean-Pierre Morland sur les ligues régionales. Les ligues régionales nous a sorti la petite équipe de 2003 qui a gagné la Danone Cup. C'est pas rien, c'est le démarrage de quelque chose. Et tous les clubs, maintenant, le Raja, le Wydad, le FUS, les Phares, El Jadida, Tétouan, ils se battent tous pour des enfants de 12-11 ans. Vous qui êtes dans le football depuis des années, vous avez vu des clubs aller chercher des gamins de 12 ans, 13 ans? Ça, c'est un résultat. C'est un résultat qui nous promet un avenir meilleur. Et c'est vrai que je n'occulte pas les résultats. Mais aujourd'hui, effectivement, dans la communication, on a un déficit. Un énorme déficit. Vous l'avez dit vous-même, quand vous allez chercher une information sur notre site Internet, il n'y a pas grand-chose. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une responsabilité. Moi, en tant que DTN, j'ai la responsabilité pour demander à ma fédération, communiquons plus. Et par contre, je vais vous balancer, vous faites la passe, c'est que depuis qu'on fait ce travail-là, on fait des informations, des communiqués, comme quoi on va faire des coupes nationales, des finales bientôt, par exemple, sur Tanger. Il va y avoir les finales des gamins de 12-13 ans qui va se faire à Rabat avec la Ligue de l'Arab. On va avoir 24 équipes de tout le Maroc qui vont venir. Et les filles et les garçons, les moins de 15 filles, les moins de 18 filles, les moins de 14 garçons, on va faire demi-finale et finale sur Tanger, ici. Il n'y a pas un journaliste qui vient. Donc si on veut être des journalistes sportifs, et qu'on veut se permettre de critiquer, venez voir ce que l'on fait, venez voir sur les terrains. Et à ce moment-là, vous avez tout le droit, je ne vous parle pas de vous, parce que vous, quand vous avez besoin d'une information, vous appelez pour venir contredire ou infirmer, parce qu'on n'a pas peur de donner l'information, même quand elle est négative. C'est constructif pour nous, pour avoir des résultats de demain. On a besoin de votre œil qui est extérieur, parce que nous, quand on est sur le terrain, on a les œillères des fois. Au-delà des résultats... Pardon, non, je veux aller encore plus loin. C'est-à-dire, vous avez parlé d'argent. Ouais. On va parler d'argent. Parce qu'effectivement, il y a un article qui a dit 250 millions et qu'on va distribuer. Les 250 millions, n'oublions pas qu'en 2009... C'est le rapport annuel de la fédération qui le dit, oui. C'est pas l'article. Non, je veux juste... C'est le rapport annuel de la fédération qu'un journaliste a bien voulu reprendre pour dire que je flambe de 250 millions de dirhams. La DTN, ou quand on parle de la DTN, on parle de Nasser Laguet. En 2009, vous allez voir un communiqué de la Fédération sur instruction de Sa Majesté le Roi. Il a ordonné que 250 millions de dirhams soient affectés exclusivement aux équipes nationales pour soutenir les équipes nationales. Et qu'il fallait en parallèle revoir le mode de gouvernance, etc. etc. 250 millions étaient donnés à... Il y avait l'équipe nationale A, et de façon éphémère, il y a eu les locaux qui ont disparu après. Il y a eu les U23, les U20 et U17. 4 équipes nationales et 2 qui étaient là à mi-temps, l'équipe nationale féminine A et l'équipe de futsal. 250 millions pour ces équipes. Aujourd'hui, ces fameux 250 millions, ils sont répartis, puisque c'est le rapport annuel, sur le développement des pratiques, les 23 cadres qui sont payés avec ça, qui sont dans les ligues régionales. Ce sont 68 cadres dans les centres de formation qui encadrent plus de 1000 et quelques jeunes qui sont de haut niveau. C'est la formation de cadres. N'oubliez pas que la fédération paye les football managers, les stadium managers et les responsables administratifs. C'est la fédération qui les paye. Ça même les entraîneurs adjoints. Non, ça ce sont les. Donc vous voulez dire que l'essentiel, les 250 millions passent dans le fonctionnement? Mais bien sûr. C'est pas. Et en plus, les équipes nationales. Il n'y a pas de quoi s'en targuer. On est bien d'accord. Nous sommes passés de 6 équipes nationales à
11 équipes nationales qui sont sous notre responsabilité, et il y a une 12e qui est l'équipe nationale A. Donc aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ces 250 millions, ils sont optimisés? Parce qu'aujourd'hui, on l'étale sur l'ensemble de la structure DTN qui n'était pas dans cette forme-là. Nasser Larguet, on arrive presque au terme de cette émission. Il reste quelques petites minutes à passer avec vous. La question, la mienne en tout cas, elle est simple, elle est courte. Est-ce que vous allez rester à la tête de la direction technique nationale, oui ou non? Moi, psychologiquement et philosophiquement, je suis dans mon pays à travailler. Après, c'est la fédération qui décide. Aujourd'hui, je sais qu'un entraîneur, quand il signe à une durée déterminée. On s'est mis d'accord sur 4 ans. Donc, je fais mon travail sur 4 ans, mais le projet que j'ai initié, que j'ai présenté à la fédération en 2014, qui a été adopté par la fédération, j'ai tracé un projet jusqu'en 2020-2021, puisqu'il y avait l'échéance des JO en 2020. Donc, tout est tracé. Aujourd'hui, moi, je continue, je serai le plus heureux parce que je vais continuer à faire mon métier dans mon pays. Si demain, la fédération ne souhaite pas me renouveler, en toute honnêteté, ce n'est pas du tout un problème. Moi, je prépare mes dossiers pour l'avenir. Celui qui viendra après moi, il aura tous les dossiers entre les mains. Mais si c'est moi, on continuera. Admettez, et là je m'adresse à Amine, que c'est un peu... allez, on est à quelques semaines de la fin de votre contrat. On connaît l'importance que représente la direction technique nationale. Aujourd'hui, il y a un mutisme du côté de la fédération qui ne se prononce pas, en tout cas sur le cas particulier de cette direction technique nationale. Moi, par exemple, je prends mon exemple, je m'adresse à Amine, qui est avec nous depuis 2 ans et qui est renouvelé. Et même avant la fin de son contrat, 6 mois avant la fin de son contrat, je lui dis que l'année prochaine, Amine, si moi je suis renouvelé, si moi-même je suis renouvelé, ben, tu seras toujours là. Bah, sachant que nous, on ne dispute pas une Coupe du Monde en 3 semaines. Voilà, exactement. Voilà, donc on part à une direction technique nationale d'une équipe qui va disputer une Coupe du Monde après 20 ans en 3 semaines. C'est 2 sujets complètement... Moi, au contraire, moi je trouve qu'ils sont un petit peu liés quand même. Après, voilà, on n'est pas dans la tête du président parce que je pense que tout ça va dépendre du président de la fédération. Moi, j'ai une question rapide, vraiment très rapide, parce que j'allais la poser la question de savoir quand vous serez renouvelé. Si d'aventure vous n'étiez pas renouvelé, est-ce que vous partiriez avec le sentiment du travail accompli? Oui, j'ai mis un socle. J'aurais le regret de ne pas construire le toit, mais j'ai mis les fondations, j'ai mis les murs. Il restait encore le toit et puis faire un petit peu d'ameublement, de finition. Ça serait un grand regret pour moi, mais j'aurais le sentiment du devoir accompli parce que n'oubliez pas, quand on parle de résultats, on peut les prendre à quelque niveau que ce soit. Ça peut être, c'est les champions du monde des moins de 13 ans. C'est la médaille d'or des Jeux de la francophonie. C'est, n'oublions pas, champion d'Afrique de futsal et puis Coupe du Monde. N'oublions pas qu'il y a le CHAN, champion d'Afrique, ça faisait je ne sais pas combien d'années sans avoir un titre continental. C'est la qualification au 2e tour de la CAN. J'ai de bonnes relations avec Hervé Renard et Hervé Renard, c'est le travail que l'on fait, qu'on accomplit avec lui. C'est qualification à la Coupe du Monde, on ne peut pas nous enlever ça. Quand même, il y a 6 titres en l'espace de 3 ans. Je pense que je peux, si je dois partir, je partirai la tête haute. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre présence parmi nous, votre franchise également. Merci beaucoup, Amine. Merci à toi, cher ami. Mon bras droit que je prolonge. Si jamais moi-même je suis prolongé, parce que sinon là, je pourrais rien faire. Je pourrais rien faire pour toi. Vraiment, mille merci d'avoir fait le déplacement ici dans nos studios à Tanger, Nassar, et vous êtes toujours le bienvenu parmi nous. C'est la fin de cette édition du Club. Merci également à Mohamed Afifi, notre réalisateur, à toute l'équipe technique. Et je vous souhaite de passer d'excellents moments sur Média TV et sur Média Afrique. On se retrouve mardi prochain. Ciao les amis.